Bonjour à tous, et comme il s'agit de la première vidéo de l'année 2026, belle année à vous. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Chaque année, on attend une grande réforme de la formation professionnelle. Alors, quand je dis chaque année, c'est à minima maintenant. À chaque nouveau quinquennat, à chaque nouvelle loi, finalement, on attend des changements. L'année 2026, ça va pas être une année de rupture brutale. Surtout que nous n'avons pas eu de projet de loi finance. On a eu un projet de loi sécurité sociale, mais pas un projet de loi finance, ce qui veut dire que là, on est plutôt dans l'attente en fait de mise en place de nouveaux dispositifs ou financements, mais plutôt sous forme de décret. Donc ça change un peu la donne. Et donc pour 2026, qu'est-ce qui nous attend? On a 3 grandes constantes. La première, c'est la contrainte budgétaire énorme. Ah, vous l'avez vu passer probablement depuis quelques semaines maintenant. On sait que budgétairement parlant, la formation, le développement des compétences, ça va être compliqué pour cette année 2026. Compliqué ne veut pas dire impossible. Ensuite, on peut voir aussi qu'il y a une judiciarisation des dispositifs et des financements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met un cadre qui est un cadre très juridique. Bah oui, on va fonctionner sous forme de décret, sous forme de loi, et vous allez voir que tout va être cadré. Et pour finir, on peut considérer qu'on a une forme de déplacement de la responsabilité vers les entreprises. Alors, ça fait des années qu'on a des lois aujourd'hui qui remettent l'individu au cœur de son parcours. Loi pour choisir son avenir professionnel, on a eu l'émergence du CPF. Et bien là, on a aussi une responsabilité des entreprises dans l'accompagnement de leurs salariés notamment. Ce qui veut dire que quand vous êtes salarié, il y a une responsabilité des entreprises à votre montée en compétences. Quand vous êtes individu sans forcément être salarié, vous allez voir que vous allez plus avoir à votre charge aussi le développement de vos propres compétences. Donc, on ne va pas supprimer de dispositifs. Alors, on va supprimer dans les termes, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus être rappelés comme ça. Vous allez voir, il a changé un peu de nom, mais dans l'idée, on va rester sur quelque chose d'assez similaire. Par contre, on va les conditionner, on va les encadrer et on va ralentir un certain nombre de choses aussi sur la mise en œuvre de ces dispositifs. Pourquoi on les ralentit? Parce qu'on n'a plus de budget. Et donc, c'est ça qui va créer le ralentissement. Donc, cette vidéo a un objectif clair. Nous permettre de faire la différence entre ce qui a été écrit dans la loi, ce qui est annoncé politiquement et ce qui est réellement mobilisable à partir du 1er janvier 2026. Ce que vous allez voir, il y a un peu des écarts quand même. On va commencer d'abord avec la période de reconversion ou, entre guillemets, nouveau CDD. Alors, la période de reconversion, elle est issue de l'année du 25 juin 2025. Elle est signée dans un contexte très précis. Il y a des tensions sur certains métiers, il y a des difficultés de reconversion en interne aussi dans les entreprises. Il y a une critique des dispositifs qui sont jugés trop théoriques. Et là, l'objectif, c'est de créer un dispositif qui sécurise juridiquement, qui ne permet pas de transférer en responsabilité quand on met justement sur une reconversion, et qui est compatible aussi avec les intérêts des entreprises. Alors ça, c'est dans les grandes lignes, et c'est quand on est dans le beau monde. Mais disons, c'est finalement ce qu'on appelait précédemment la période de reconversion. On a appelé ensuite la promotion reconversion alternance, la PROA. Alors, pardon, c'était pas la période de reconversion, c'était la période de professionnalisation, la PP, période de professionnalisation. On a eu la PROA, puis là, on a la période de reconversion. Alors, depuis le 1er janvier 2020, il semblerait que nous puissions faire un nouveau motif de CDD, qui est donc introduit. Donc, article 1242-3 du Code du travail. Ce CDD est donc lié à une période de reconversion. Mais attention, il y a un point fondamental à tout ça. La période de reconversion, elle repose sur la suspension d'un contrat de travail et non un transfert. Donc, quand on dit suspension du contrat de travail, c'est que l'entreprise qui va porter la période de reconversion, elle va suspendre le contrat de travail de son salarié. Donc, le texte est 63-24-3, je vous les remettrai en description. Donc, l'entreprise d'origine, elle reste que juridiquement l'employeur. Quand on dit qu'elle reste juridiquement l'employeur, ça sous-entend donc que tout ce qui concerne l'accident du travail, les maladies professionnelles, la responsabilité civile ou pénale, là, finalement, c'est l'entreprise d'origine qui porte donc ce cadre-là. Donc, ça sécurise l'entreprise, mais donc ça la décharge pas. Toutes les formations qui sont éligibles, elles sont éligibles parce qu'elles sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, RNCP, au répertoire spécifique. La période de reconversion, elle peut aussi viser des CQP qui sont pas nécessairement du coup enregistrés. Donc, on a un dispositif juridiquement ouvert, mais financièrement restreint. Donc, aujourd'hui, quelqu'un, pour faire simple, quelqu'un qui voudrait faire une reconversion, pourrait tout à fait
partir de son entreprise d'origine, faire une reconversion dans son entreprise d'accueil pour développer de nouvelles compétences dans le cadre d'un CDD de reconversion. C'est toutefois toujours son entreprise d'origine qui viendrait porter le cadre juridique de son contrat de travail. Et en face, on a l'entreprise nouvelle qui accueillerait le salarié pour qu'il monte en compétence. L'intérêt de tout ça, c'est d'accéder à une nouvelle certification, LNCP, répertoire spécifique ou un CQP qui serait pas inscrit aussi sur les listes. CQP ou CQPI. Donc, ça semble être un dispositif qui est hyper intéressant parce qu'on irait effectivement sur la possibilité de passer d'une entreprise à une autre pour développer des compétences. Bon, financièrement, aujourd'hui, on n'a pas du tout de cadre. Donc, pour l'instant, même si c'est un dispositif qui pourrait sembler être intéressant, on n'a pas du tout d'éléments financiers, donc ça doit être clarifié par un décret. On n'a pas encore les décrets, donc ayez en tête cette possibilité peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, on n'a pas de cadre juridique dessus. Donc, dans le cadre du Code du travail, on a bien un nouveau CDD, mais on n'a pas de décret d'application, on n'a pas de positionnement de branche, on n'a surtout pas de prise en charge des OPCO. Il doit y avoir un dialogue social dans l'entreprise. Faut que ce soit des salariés qui soient réellement volontaires, parce que si aujourd'hui vous êtes plutôt sur tiens, on s'entend bien entre deux entreprises, tiens, on voit bien ce salarié passer d'un à une autre, notamment quand vous êtes dans des groupes, ça peut être pertinent. Enfin, vraiment, moi j'y vois plein d'intérêts, mais attention quand même, parce qu'aujourd'hui, opérationnellement, c'est pas possible de le mettre en place. Mais vous voyez, il pourrait y avoir plein de choses à faire. Donc la prise en charge estimée moyenne aujourd'hui, elle serait de 5 000 € pour 2026. Donc on aurait en objectif théorique à peu près 13 000 dossiers. A priori, ce serait plutôt faible, hein. 13 000 dossiers, c'est pas grand-chose. Hein. Mais finalement, c'est pas ça le plus gros problème, c'est que même si on a 13 000 dossiers, aujourd'hui, financièrement, on n'est pas sûr et on n'a pas les éléments de décret. Donc bon, pour l'instant, pas vraiment d'informations à vous préciser concernant la prise en charge possible des nouveaux CDD. Parlons maintenant du CPF et notamment le reste à charge du CPF. Depuis toujours, enfin en tout cas depuis la mise en place du CPF, on avait un peu l'impression que c'était un peu indolore, c'est-à-dire on faisait de la formation CPF et donc on n'avait rien à notre charge. Ça fait maintenant quand même 2 ans qu'on a déjà le reste à charge, on a commencé avec 100 € de reste à charge. Aujourd'hui, on est à 103,20 € de reste à charge. Alors là, il faut savoir que c'est simplement une indexation sur l'inflation. Donc ça augmente tous les ans, voilà. Donc là, le CPF, c'est un droit individuel, mais l'idée, c'est que ce soit co-responsabilisant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le reste à charge, il est un reste à charge dès lors que vous faites votre formation en guillemets tout seul. Si vous êtes dans le cadre de l'utilisation de votre CPF parce que vous êtes demandeur d'emploi et demandeur compétence pour un projet professionnel, ou si vous êtes dans une entreprise et que l'entreprise vient cofinancer aussi votre CPF, à ce moment-là, vous n'avez pas de reste à charge. Et ce qu'il faut savoir, c'est aussi un point important, c'est que l'utilisation aujourd'hui des différents fonds pour alimenter le CPF, il va se faire dans un nouvel ordre, et cet nouvel ordre, c'est d'abord le financement externe, puis ensuite le CPF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'était un cofinancement qui vient de financer une de vos formations, eh bien, sachez que si votre cofinanceur était votre entreprise, prioritairement, serait pris en charge les fonds dédiés de l'entreprise, puis ensuite, entre guillemets, les reste à charge par votre CPF. Avant, c'était votre CPF, puis ensuite, le reste à charge auprès de cofinanceur. Là, c'est l'inverse. On va chercher le cofinanceur et on va chercher votre CPF ensuite. Donc, très intéressant d'utiliser votre CPF. Regardez bien, on est toujours sur les formations éligibles dans le cadre du répertoire national des certifications professionnelles et du répertoire spécifique. On est toujours sur du PLAS nécessaire, donc certification compétence de base. Et le bilan de compétences rentre toujours dans le cadre du CPF. N'hésitez pas, si vous avez besoin de faire un bilan de compétences, Istia Compétences vous accompagne dans le cadre de votre bilan de compétences et donc de votre réflexion sur votre projet professionnel et plus largement sur votre projet. Petit aparté, si cette vidéo vous plaît, si vous avez envie de la partager, n'hésitez pas, ça permet de donner de la visibilité à la chaîne et de faire connaître un peu plus le développement des compétences. Abonnez. Passons maintenant à l'aide à l'apprentissage. Alors, depuis 2 quinquennats, on a le discours qu'il y a l'apprentissage à remettre au cœur de la politique publique de développement des compétences. Très bien, c'est installé donc une aide exceptionnelle à l'apprentissage. Cette aide exceptionnelle, elle devait perdurer à minima jusqu'en 2027. Là, pour l'instant, on est plutôt dans un autre cadre. L'autre cadre, c'est que dans le cadre de la loi,
on a une aide qui est codifiée, qui est inscrite dans le Code du travail. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, pour les diplômes inférieurs au bac, et bien là, c'est indépendant de loi de finances. C'est-à-dire que là, vous avez l'aide à l'apprentissage des 5 000 €. Ensuite, on a l'aide exceptionnelle, qui est dérogatoire, qui était temporaire et qui est dépendante d'une loi de finances. Et dépendante de décret d'application. Le montant, il est le même, mais la nature juridique, elle est un peu différente. Est-ce que ce serait aussi adressé aux entreprises de moins de 250 salariés? Là, au 1er janvier 2026, on n'a aucun budget qui est voté. On n'a aucun décret qui est publié. Donc, il n'y a qu'un seul élément juridique qui est actif, c'est l'aide qui est unique et qui est codifié dans le Code du travail. Tout le reste, c'est complètement suspendu. Donc, pour les entreprises de plus de 250 salariés, aujourd'hui, il y a pas d'aide. Tout ça vient fragiliser les CFA aussi, dans leur mise en œuvre de formation, puisque quand on imaginait une aide et qu'on l'a plus, ben voilà, aussi dans la démarche de diplôme supérieur au bac et dans les entreprises de plus de 250 salariés, ben là, on a moins aussi la possibilité peut-être de mettre en place du contrat d'apprentissage. Donc, il y a aussi un risque de malheureusement d'être. Il y a un pilotage qui doit être plus prudent, donc des stratégies de l'alternance. Mais n'oubliez pas que l'alternance, ça reste un vrai léger long terme. Passons maintenant au CDI senior ou au contrat de valorisation de l'expérience. On a malheureusement des carrières aujourd'hui. On a aussi une difficulté d'accès à l'emploi après 55. Et il y a une volonté quand même de sécuriser la fin des parcours professionnels. Alors, il y a eu la possibilité de sécuriser, notamment dans des structures d'insertion par activité économique, dans le cadre justement de CDI pour des personnes du coup qui allaient accéder à la retraite, pouvaient intégrer des structures d'inscription par activité économique. Donc, le contrat de valorisation de l'expérience, c'est tout autre chose. Ça entre en vigueur le 26 octobre 2025. Il faut avoir 60 ans minimum, être inscrit à France Travail et pas avoir de retraite à taux plein. Si vous avez 60 ans, vous avez déjà une retraite à taux plein, profitez de votre retraite peut-être. Et donc pas avoir de lien avec l'entreprise depuis 6 mois. Alors, c'est possible d'y accéder dès 57 ans, mais il doit y avoir un accord de branche. Pour l'instant, vous pensez bien que les branches ne sont pas questionnées sur le sujet. Les avantages, c'est que c'est un CDI qui est sécurisé quand même pour une personne aujourd'hui senior. Et on a une exonération de notre prix de 40% de l'indemnité de mise à la retraite. Et l'idée, c'est que c'est un dispositif temporaire. On est dans le cadre d'une expé, comme d'habitude. Et il y a une nécessité quand même d'avoir une écriture sur la des seniors aujourd'hui. Quand on parle de transmission de compétences, c'est bien d'avoir des seniors dans sa structure. C'est bien d'avoir des personnes référentes. Mais ces personnes référentes, il faut les utiliser comme personnes référentes. Donc réfléchissez vraiment à la base des seniors dans votre entreprise et de la manière dont vous pouvez aujourd'hui aussi les faire monter en compétences pour qu'ils deviennent transmetteurs de leurs propres compétences. Passons maintenant à la continuité des financements pour les demandeurs d'emploi. Alors, la rémunération de formation de France Travail, elle est prolongée en 2026. Donc, pour les demandeurs d'emploi qui ne percevraient pas de l'allocation. Donc, si vous ne percevez pas d'allocation, vous ne percevez pas par exemple l'allocation de retour à l'emploi, mais vous souhaitez faire une formation, eh bien vous allez avoir une rémunération dans le cadre de cette formation et à minima sur les formations prescrites jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, ça nous permettra de percevoir une aide pour pouvoir monter en compétences alors qu'il ne bénéficie pas d'ARE par exemple. Ça peut vous aider aussi sur la mobilité, transport, hébergement, repas, voilà. Bien sûr, la formation, elle reste indissociable des autres freins pension. C'est ça qu'on ne peut pas simplement dire que on a une aide sans une aide à la formation, pardon, sans compléter aussi l'accès à la formation par des aides sur le transport en ligne. Et pour finir, parlons de l'entretien de parcours professionnel. Alors, on en est l'entretien pro. L'entretien pro, il nous permettait tous les 2 ans de faire un point avec le salarié sur ses compétences et de faire un bilan au bout de la 6e année. Depuis la loi du 24 octobre 2025, il y a un changement. Alors déjà, c'est un nouveau entretien de parcours professionnel. Ça, c'est le premier. Il y a une obligation dès la première année. C'est-à-dire que quand vous intégrez la structure, dans votre première année, vous devez avoir un entretien de parcours. Et ensuite, tous les 4 ans, vous devez avoir un entretien de parcours professionnel. L'objectif, c'est de parler de la carrière, de la mobilité interne, externe, des reconversions. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, on est sur le même schéma que précédemment. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de faire cet entretien. Il y a une obligation d'avoir au moins une formation dite non obligatoire. Si ce n'est pas fait, il y a une sanction.
sanctions qu'on connaissait déjà précédemment de l'ordre de 3 000 €. Pour l'instant, il n'y a pas de certitude qu'on soit sur la même sanction. Décret, tout ça, faut que ça paraisse. Mais il peut y avoir une sanction. Donc, c'est pas un entretien qu'on dit juste comme ça entre deux portes. C'est un entretien qui doit être formalisé. Et moi, je vous conseille vraiment de l'utiliser comme un outil de pilotage de vos compétences. C'est vraiment l'instant où on va parler compétences, où on va parler développement, et donc c'est à corréler aussi au souhait de compétences, de monter en compétences des collaborateurs et à votre stratégie d'entreprise. Vous le faites tous les 4 ans, c'est très bien. Je ne peux que vous conseiller de le faire plus régulièrement. Vous faites un entretien annuel pour identifier si vos salariés ont pleinement leur objectif. J'ai envie de dire, en amont de celui-ci, et bien en amont, ne le faites pas après. Parce que quand vous le faites après et que vous avez dit, t'as pas rempli tes objectifs, sur la compétence après, vous voyez, la cohérence, elle est minime. En amont, on fait un entretien de parcours pro, hein, voilà, ça peut s'appeler comme ça. Et ensuite, vous faites un entretien d'objectifs. Et prioritairement, parler des compétences, de la volonté du salarié de se développer, peut-être en interne et peut-être à l'externe aussi. Et si c'est à l'externe, ne le voyez pas comme un échec, mais voyez-le plutôt sur comment on peut accompagner le collaborateur à développer une nouvelle compétence. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, quand même, il est important pour les entreprises d'accompagner les salariés au-delà simplement de leur employabilité en interne. Légalement, en plus, on a le choix, hein, c'est-à-dire que légalement, vous devez accompagner l'employabilité de vos salariés, pas simplement dans votre entreprise. Donc, pensez aussi, lors de l'entretien de parcours professionnel, à travailler avec eux leur mobilité interne et externe. Et pour conclure, en 2026, on aimerait que ce soit plus un empilement de dispositifs, mais on voit quand même qu'il y a une contrainte majeure, c'est le financement. Parce que la formation professionnelle, le financement en tout cas de la formation professionnelle, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Ce qui va se passer, c'est juste qu'on va diminuer les taux de prise en charge. Et on va donc augmenter le reste à charge pour les entreprises ou pour les individus. Pour le CPF, on est sur de l'inflation. Ça augmente parce que l'inflation est là, voilà. Et pour les entreprises, on va avoir des critères de prise en charge qui seront de plus en plus restreints. Et donc, ça nous obligera à augmenter vous-même votre prise en charge interne, donc sur fonds propres, de la montée en compétences de nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, il est essentiel d'avoir une stratégie de compétences. Ne faites pas les choses parce qu'il faut les faire comme ça a été une époque avant 2014, quand on allait encore à la 2483 et qu'on remplissait du coup le montant quand nous avons alloué à la formation professionnelle. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est vraiment une logique stratégique. Si vous ne mettez pas la formation et le développement des compétences dans la stratégie de votre entreprise, vous passez complètement à côté d'un pan de ce que doit être le développement stratégique d'une entreprise. J'espère que toutes ces informations vous auront éclairé pour citer l'avenir 2026 de la formation et des nouveaux dispositifs. Je reviendrai prochainement vers vous pour de nouvelles vidéos et pour vous éclairer sur comment vous pouvez mettre en œuvre justement ces nouveaux dispositifs ou ces financements. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.